Quand vous parlez à certains diplomates américains, le mépris qu'ils ont pour les Européens est total. C'est total. Ils se moquent de l'idée d'autonomie stratégique de Macron. Vous savez, quelle autonomie stratégique? Eh bien, ils ne peuvent même pas organiser une fête ensemble, encore moins avoir une autonomie stratégique. Vous savez, le genre de mépris pour lequel Victoria Nuland est célèbre. Ce n'est pas exceptionnel, je veux dire, c'est normal, vous savez. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je parle avec Évariste Bartolo, un politicien travailliste de l'État insulaire magnifique de Malte. Monsieur Bartolo a été membre du Parlement maltais pendant 30 ans et a servi comme ministre des Affaires européennes et étrangères entre 2020 et 2022. Étant donné que Malte est membre de l'UTB avec une clause de neutralité dans sa constitution, et que M. Paul Bartolo était en fonction, juste au moment où le conflit Russie-Ukraine-OTAN a atteint son paroxysme, j'ai pensé que nous devrions parler de l'expérience de Malte à ce sujet. Alors, ministre Bartolo, bienvenue. So, Minister Bartolo, welcome. Merci beaucoup. Well, thank you very much. Eh bien, merci beaucoup. Et je dois dire que vous m'avez contacté parce que nous sommes connectés. Vous avez lu un article que j'ai écrit et j'apprécie vraiment que vous y ayez réagi. Mais je dois vous dire que je vous ai d'abord découvert en suivant Neutrality Studies sur YouTube et je suis un fidèle abonné. J'aime vraiment cela parce que vous offrez une autre voix, ce qui est très important. Eh bien, merci pour cela. Et vous avez une expérience que nous devons vraiment partager ici sur cette chaîne. Vous avez été ministre des Affaires étrangères pendant plus de 2 ans à Malte. D'une part, Malte est un petit membre de l'Union européenne, mais c'est un membre à part entière de l'Union européenne. Vous m'avez également dit qu'il y avait une pression considérable exercée sur vous pour suivre ce que faisaient les autres États de l'UPR. Pouvez-vous peut-être nous donner une idée de ce que vous pensiez de ce qui se passait entre la Russie et l'Ukraine en 2021 et 2022? Et ensuite, politiquement, comment cela s'est-il déroulé au niveau de l'UVP-MENOPERB? Eh bien, je dois vous dire que je n'ai pas été surpris. Je veux dire, bien que je sois devenu ministre des Affaires étrangères au cours des 2 dernières années de ma carrière politique, je suivais les affaires internationales depuis que j'étais jeune homme. J'avais reçu quelques missions pour visiter au nom du Parti travailliste et rencontrer différentes personnes, etc. Le premier discours, Pascal, que j'ai prononcé aux diplomates basés à Malte lorsque je suis devenu ministre des Affaires étrangères était « Écoutez, je viens du ministère de l'Éducation. L'un de nos plus grands défis était l'intimidation. Vous savez, il y a de l'intimidation dans la cour de récréation. Il y a de l'intimidation dans les salles de classe. Je soupçonne que je vais découvrir pas mal d'intimidation maintenant que je suis passé à un terrain de jeu plus grand. Et je pense que certains d'entre eux ont compris le message et sont venus me voir en me disant « Alors tu veux du respect ?» Et j'ai dit « Bien sûr que nous voulons du respect. Nous ne voulons pas être intimidés. » Maintenant, le type d'intimidation qui a lieu dans l'Union européenne, et pas seulement dans l'Union européenne, dans les relations entre différents États, vient généralement des suspects habituels, je dois dire. C'est de ceux qui ont eu une expérience coloniale. Donc si vous prenez l'Union européenne, très peu de pays de l'Union européenne n'ont pas eu d'empire. Peu d'entre nous n'ont eu que l'expérience historique d'être colonisés. Maintenant, cela nous donne un état d'esprit différent. Cela nous rend, vous savez, plus sensibles à ce que nous appelons le Sud global. Dans notre cas, comme nous sommes en Méditerranée,
nous sommes très sensibles à ce qui se passe en Afrique, à ce qui se passe en Afrique du Nord et au-delà. Mais surtout, je pense que depuis 2004, lorsque les États baltes et les États d'Europe de l'Est ont rejoint l'Union européenne, l'épicentre a changé dans l'Union européenne. Elle a oublié son voisinage sud. L'Afrique n'existe pas. L'Afrique n'existe pas. Si vous deviez analyser ce qui figure à l'ordre du jour du Conseil des Affaires étrangères, c'est le voisinage oriental, et ce qui se passe dans le Pacifique, et ce qui se passe avec la Chine, et un grand continent à côté de vous, qui est un voisin, où il y a 3 Africains pour chaque Européen. Et nous nous dirigeons vers un point avec le suicide démographique de l'Europe. Nous nous dirigeons vers un point où il y aura 5 enfants et jeunes Africains pour un Européen d'âge moyen et âgé. Je ne peux pas comprendre cette myopie stratégique. Pas l'autonomie, mais la myopie stratégique. Donc, lorsque l'histoire de l'Ukraine a commencé à se développer, il était pris pour acquis que tout le monde allait être, vous savez, simplement d'accord et dire, vous savez, c'est une invasion non provoquée qui montre que Poutine a des ambitions impériales. Ne discutons même pas de ce qu'il a provoqué. Ne discutons même pas pourquoi cela s'est produit et ce que nous allons faire à ce sujet. Non, tout le monde s'attendait à ce que le secrétaire d'État Anthony Blinken se présente et dise « Écoutez, maintenant nous devons être ensemble ». Nous avons eu, vous savez, des fractures entre les États-Unis et l'UNOPORD, entre l'OTAN et même au sein de l'OTAN. Maintenant, c'est le moment pour nous d'être ensemble, au moins. Je me souviens distinctement de ceci. Au moins, empêchons l'invasion de réussir pendant les 2 premiers jours. Au début, il y avait cette impression que cela allait être une campagne très courte de la part de la Russie. Puis je pense qu'il a été décidé de transformer cela en une bonne opportunité, pas nécessairement pour vaincre la Russie, bien que certaines personnes aient eu cette illusion. Mais la chose la plus importante est de maintenir la Russie embourbée là-bas et de l'affaiblir économiquement et militairement. Je suis frappé même aujourd'hui, maintenant après 3 ans que je ne suis plus au Conseil des Affaires étrangères, que c'est un forum de discussion très superficiel. C'est comme, dans une certaine mesure, c'est comme le défilé de mode. Vous sortez, parlez pendant 3 minutes et vous rentrez. Pas de discussion. Au mieux, si vous dites quelque chose qui ne plaît pas, vous êtes simplement ignoré. Donc il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion du tout. Par exemple, lorsque nous discutions des sanctions, personne, même pas de la Commission, ne dirait « Mais le monde est-il seulement l'UMR, le G7 et les États-Unis » Maintenant, que se passe-t-il si nous mettons la pression sur la Russie? Allons-nous tuer la Russie parce que nous n'allons pas commercer avec elle? Nous allons sanctionner la Russie selon nos conditions. Mais les 86% du reste du monde n'existent-ils pas? Y a-t-il une possibilité que ce que nous retirons à la Russie le cherche en Chine, en Inde, en Indonésie, dans d'autres endroits? Même pas une discussion comme ça. Permettez-moi de poser cette question. Au niveau de l'UOME, lorsque vous rencontrez tous les autres ministres des Affaires étrangères et que vous êtes censé avoir une discussion, n'est-ce pas? Parce que sur le papier, l'UNOEBOAM est une organisation internationale, n'est-ce pas? Je veux dire, le pouvoir souverain reste toujours entre les mains des États membres. Du moins, c'est censé être le cas. Mais même alors, il n'y a pas de véritable échange. Il n'y a pas de processus visant à trouver une position commune. Alors, d'où vient la position? Et d'où vient cette idée que l'UOMM égale le monde? Que l'Europe plus l'Amérique égale le monde? Je veux dire, les gens ne peuvent pas être à ce point aveugles pour prendre cela pour acquis. Vous serez surpris. Je pense qu'ils sont culturellement aveugles. Je pense que 500 ans de colonialisme ont définitivement gâté les Européens qui avaient des empires.
car l'attitude est tellement prise pour acquise qu'ils n'en sont même pas conscients. Par exemple, je me souviens avoir dit à un ami, vous savez, même Borrell, que je considère comme un ami, et qui, je pense, essayait d'être décent dans des circonstances très difficiles, parce que je sais ce en quoi il croit vraiment, et ce qu'il devait parfois dire était très différent. Je me souviens comment il a été littéralement, en quelque sorte, boycotté et en quelque sorte puni lorsqu'il a décidé de se rendre à Moscou pour rencontrer le ministre Lavrov. Vous savez, les gens, en particulier les pays baltes et certains pays d'Europe de l'Est comme la Pologne, étaient vraiment en colère contre lui, rien que pour avoir rencontré Lavrov, parce qu'il disait que nous ne devrions pas rencontrer ces personnes. Alors que se passe-t-il? Par exemple, je disais, pourquoi ne descendez-vous pas en Tunisie, en Libye, pour rencontrer ces gens? Parce que nous ne les rencontrons pas. Nous ne les rencontrons pas. Et ils me disaient, mais que leur disons-nous? Et j'ai dit, écoutez, pour la première fois, pouvez-vous, s'il vous plaît, ne rien leur dire et juste écouter? Parce que nous concoctons ces programmes comme le Global Gateway, ou le programme de voisinage sud, ou le mémorandum d'entente avec différents pays méditerranéens. Et il n'y a pas la décence de s'asseoir avec eux pour discuter d'un programme commun. C'est juste ce dont l'UMMEB a besoin de ces pays. Et puis ils sont surpris. Puis ils sont surpris quand vous leur dites « Savez-vous que les Chinois travaillent d'une manière différente ?» Oui, oui. Que font les Chinois? Ils disaient bien, autant que je sache, les Chinois s'assoient avec les ministres quand ils les rencontrent en Afrique, par exemple, et leur demandent « Que pouvons-nous faire pour vous ?» Quels sont les projets d'infrastructure dans lesquels vous pensez que nous devrions investir ici dans ce pays? Donc c'est l'inverse. Pouvez-vous imaginer, sur le Global Gateway, où l'Union européenne se vante d'avoir pensé à une réponse pour l'initiative de la ceinture et de la route? Parce qu'en gros, c'est ce que c'est. Dans le comité de mise en œuvre des initiatives à prendre en Afrique, il n'y a pas de ville africaine. C'est juste une affaire unilatérale. C'est juste ce que je veux de vous. Et quand vous leur dites, c'est très myope, je veux dire, comment pouvez-vous vous attendre à ce que la migration ne se produise pas depuis l'Afrique, alors que nous privons les jeunes Africains des opportunités de créer de la richesse et d'avoir une économie plus diversifiée en Afrique même? Parce que tout ce dont nous avons besoin de l'Afrique, ce sont les matières premières et les produits énergétiques. Et nous ne les laissons pas produire les choses dont nous avons besoin pour qu'ils puissent créer des emplois. Comment vont-ils créer des emplois? Et ensuite, il n'est pas étonnant qu'ils se tournent vers la Turquie, vers la Russie, vers la Chine pour des investissements, car ceux-ci sont plus équitables dans leur gestion de la dette. Ce n'est pas qu'ils soient des anges et que les Européens soient des diables. Je ne parle pas de cela. C'est juste une attitude complètement différente sur la façon de gérer la dette dans d'autres pays non européens. Est-il juste de dire qu'à ce stade des années 2020, l'Europe a totalement et complètement désappris l'art de la diplomatie en tant que négociation réciproque avec des égaux? Pascal, Pascal, complètement, complètement. Vous n'êtes même pas censé dormir avec l'ennemi, ni parler à l'ennemi. Vous savez, ne pas parler. Par exemple, je peux vous dire, quand nous avions des conflits en Méditerranée orientale, il y avait la Grèce, la Turquie, Chypre, l'Égypte. Habituellement en été, la tension montait. Et puis je réalisais, ah, c'est le moment pour la France de vendre des chasseurs à la Grèce. Ou, c'est le moment de vendre quelque chose qui a à voir avec les armements à la Grèce. Donc maintenant, il est important que nous créions de la tension. Alors tout d'un coup, la tension monte. Une fois le contrat signé, il y a de nouveau du calme en Méditerranée orientale.
Je dis cela factuellement. Je ne suis pas juste cynique, vous savez. Surtout, on m'a dit de vérifier où se trouve la circonscription du ministre des Affaires étrangères français, que je considère comme un ami, Jean-Yves Le Drian. C'est là où se trouve le complexe militaro-industriel de la France. Il est considéré comme un marchand d'armes très compétent. C'est lui qui, lorsqu'il s'assoit avec d'autres ministres des Affaires étrangères, ne va pas discuter de questions diplomatiques. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'on va vous vendre? En gros, c'est comme ce qui se passe à la conférence de sécurité de Munich. Quand j'y ai assisté, j'ai été frappé que la première rangée soit celle des ministres de la Défense. C'est le protocole. La première rangée est celle des ministres de la Défense et la deuxième rangée est celle des ministres des Affaires étrangères et des Finances. Maintenant, je ne dis pas que je voulais la première rangée, mais je pense que c'est très symbolique. Je pense qu'il est très clair que maintenant, ce sont les armements qui sont importants, pas la diplomatie. Alors oui, imaginez dire, j'ai été invité, par exemple, au Forum de la diplomatie d'Antalya, en Turquie, et le ministre des Affaires étrangères chypriote, mon collègue, est très offensé que j'y aille, juste pour y aller. Pas pour dire, écoutez, je vais y aller et dire que la Turquie devrait prendre le contrôle de Chypre. Là, je comprendrais. Mais imaginez, je lui ai dit, je vais aller à Antalya, je vais parler de la question chypriote et dire fermement à la Turquie, s'il vous plaît, ne changez pas la réalité sur le terrain pour rendre les résolutions de l'ONU sur Chypre totalement obsolètes. Si vous voulez un arrangement différent pour Chypre, passez par le processus de modification des résolutions de l'ONU. Ne forcez pas la question. Mais même quelque chose comme ça, juste se rencontrer, c'est pourquoi je suis totalement d'accord avec vous. L'art de la diplomatie est perdu. Parce que vous m'avez dit, juste avant que nous commencions, que vous aviez également eu une expérience où certaines personnes vous ont dit de ne pas rencontrer M. Lavrov et Wang Yi de Chine pendant votre mandat. N'est-ce pas? Pouvez-vous peut-être vous rappeler de cette histoire? Mais je veux dire, pouvez-vous croire que vous savez, depuis l'ambassade américaine, vous auriez des pressions sur votre Premier ministre à la veille de se rendre à Moscou ou à la veille de se rendre à Chengdu? Pourquoi votre ministre des Affaires étrangères va-t-il voir Lavrov? Comme si j'allais visiter une sorte de colonie de lépreux d'il y a 200 ou 300 ans et que je ramènerais une infection non seulement à Malte, mais à l'Europe. Mais même pas de rencontre, vous savez? Et c'était l'ambassadeur des États-Unis à Malte qui vous a dit « Vous ne devriez pas aller rencontrer la Russie et la Chine ». Dans ce cas, nous n'avions pas l'ambassadeur, c'était le chargé d'affaires. Donc, elle était la diplomate en chef. Oui, et elle s'est opposée à moi. Pouvez-vous imaginer? Vous savez, je veux dire, même pas de rencontre. Et je me souviens, je veux être clair là-dessus. Je ne dis pas que tous les diplomates européens se sont comportés ainsi. Non, je ne dis pas cela. Mais dans ce cas, je suis très précis. Oui, il y avait une pression pour ne même pas rencontrer Lavrov, vous savez. Et pourquoi êtes-vous si amical avec Wang Yi? Imaginez qu'à un moment donné, on disait des choses comme « C'est pourquoi Malte a été mis sur la liste grise par le Gafi, parce que votre ministre des Affaires étrangères a cette illusion de mener une politique étrangère indépendante. Vous savez, pourquoi veut-il rencontrer, vous savez, ces gens? Donc, même rencontrer, vous savez, je veux dire, après tout, pendant l'administration Biden, il y a eu des contacts avec la Chine, ils ont continué, mais les réunions avec la Russie ont été interrompues et ils s'attendaient à ce que le reste du monde fasse de même. Alors, à quoi sert la diplomatie? Et comment cette pression fonctionne-t-elle? Parce qu'au niveau de l'UBWM, en théorie, pour élaborer une position de l'UBWM, vous avez besoin de l'accord de tous les États membres, n'est-ce pas?
Prenons par exemple les paquets de sanctions. Si des petits États comme Malte ou la Hongrie s'y opposent, que se passe-t-il? Object, what happens? No. Listen, first of all, the EU is like an old-fashioned. Écoutez, tout d'abord, l'Uber est comme un train à l'ancienne. Première classe, deuxième classe et troisième classe. En première classe, vous auriez la France et l'Allemagne. En deuxième classe, vous auriez l'Espagne, vous auriez l'Italie et même pas la Pologne. Même pas la Pologne, mais peut-être. Peut-être. Et puis le reste est en troisième classe. Nous voyageons en troisième classe et on s'attend simplement à ce que nous suivions ce que la salle des machines a décidé. Ce discours sur l'égalité et le fait que nous sommes tous une famille heureuse où tout le monde est traité de la même manière. Non, la réalité n'est pas comme ça. For Malta? Pour Malte, je ne pense pas que vous envisageriez de quitter l'UMA. Mais quel est l'attrait de faire partie d'un club qui ne fait que vous donner des ordres? That just gives you orders. No, that's why I think it would be a tragedy for Malta. Maintenant, c'est pourquoi je pense que ce serait une tragédie pour Malte si nous perdons notre veto. Je suis totalement contre une union fédérale où tout le monde devient un seul États-Unis d'Europe. Si les États-nations perdent leur voix, la petite voix qu'ils ont maintenant, alors elle sera perdue. Nous serons à nouveau une colonie. Au lieu d'être dirigés depuis Londres, nous serions dirigés depuis Bruxelles. Donc cette idée d'avoir une prise de décision conjointe et que vous êtes là pour participer aux décisions qui vous concernent. Et ici, nous ne parlons pas simplement de diplomatie et de bonnes relations. Dans le cas de Malte, par exemple, où il y a de petites îles, nous avons besoin de connexions maritimes. Et nous avons besoin, vous savez, de vols, parce que nous ne faisons pas partie du continent. Donc, tout ce qui nous touche, par exemple, imposer une taxe sur les avions pour, vous savez, réduire l'effet du changement climatique de l'aviation, ou imposer des charges sur les navires venant à Malte avec des marchandises, ce sont toutes des choses qui nous affectent si nous n'y participons pas. Et si on vous dit simplement, vous savez, comportez-vous, suivez cela, et mon intérêt est plus important que le vôtre. C'est pourquoi je pense que dans notre cas, si l'UMA veut avoir un avenir, elle ne peut pas être uniforme. Je pense que si ceux qui veulent une approche uniforme et ceux qui veulent des États-Unis d'Europe l'emportent, l'UMA aura d'énormes problèmes à contenir toutes les différentes contradictions. Et le processus qui a commencé de renationaliser les décisions qui avaient été prises et transférées à Bruxelles, je pense continuera encore plus. Were you shocked? Étiez-vous choqué lorsque, à la veille de 2022, juste au moment où ces opérations militaires spéciales ont commencé, et que la guerre a vraiment éclaté de la manière que nous connaissons maintenant, il y a eu cette décision de la Commission européenne de fermer l'espace aérien européen, l'espace aérien de l'UE, à la Russie. L'espace aérien n'est bien sûr pas la prérogative de l'UE européen, c'est la prérogative des États membres. Mais cela a été annoncé et simplement accepté. Étiez-vous surpris que cela soit produit? Were you surprised that this happened? Oui, oui, surpris. Mais en même temps, l'atmosphère était tellement chargée. C'est comme si cela nous avait donné l'occasion de montrer que nous comptons encore. Et je pense en particulier en coordonnant totalement avec l'administration Biden et Blinken que l'UMA est devenu complètement un vaisseau. Je pouvais dire comment était leur comportement. Par exemple, le jour après que les États-Unis se sont retirés de Bagram en Afghanistan. Les ministres, dont la plupart assistent également aux réunions de l'OTAN, car leurs pays sont membres de l'OTAN, étaient complètement, je ne dirais pas surpris, choqués. Completely not surprised, I would say, shocked that they were not. I'm not saying that they were not consulted. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont même pas été informés.
Ils l'ont appris par les nouvelles, comme tous les autres qui ne sont pas ministres ou ceux qui ne sont pas membres de l'OTAN. Donc ce genre de relation, très subordonnée, très semblable à un vassal, vous savez. Et la relation était telle que nous ne discutons même pas ou ne donnons aucun retour. Vous suivez simplement ce qui vient de Washington. C'était si fort. J'étais étonné que même pas de petits pays, parce que nous avons l'habitude de voir comment nous devons apprendre à survivre en tant que très petits pays. Mais voir des pays comme l'Allemagne se comporter ainsi, je ne pouvais pas le croire. La vassalité de l'Europe en ce moment a atteint un point où je ne peux plus vraiment la comprendre. Et je me souviens juste de ce moment où Joe Biden, avant la guerre, avant 2022, a annoncé à côté d'Olaf Scholz que les États-Unis mettraient fin à Nord Stream si la Russie attaquait. Et il est juste resté là sans rien dire. Je veux dire, il n'a même pas réagi. C'est comme si, et vous vous souvenez probablement, les politiciens des années 90 et d'avant, vous savez, il y avait des gens, même des gens comme Kohl et ainsi de suite, les Allemands, ils étaient bien plus imposants et faisaient réellement valoir leur poids sur la scène mondiale. Qu'est-il arrivé aux Européens? Oui, eh bien, je pense qu'ils ont perdu la tête. Je pense qu'ils ont complètement perdu le fil. Je veux dire, ne pas défendre les intérêts de votre pays. Avoir quelqu'un qui vous dit, vous savez, je vais arrêter votre pipeline, votre bouée de sauvetage. En fait, pas seulement un pipeline. Et ensuite le faire exploser. Et rien ne se passe. Je veux dire, non seulement rien ne se passe, mais ces États sont ensuite complices de la dissimulation et veillent à ce que nous ne découvrions pas la vérité. Complètement. C'est bizarre. Complètement. Et puis ce qui vous met très en colère, c'est que récemment, un câble dans la mer Baltique a été endommagé. Et immédiatement, on a dit, c'est la Russie. C'est la Russie qui crée des problèmes pour nous et le câble sous-marin. L'enquêteur suédois est sorti et a dit non, ce n'est pas une agression d'État. Cela s'est produit à cause d'une tempête et un navire a simplement déchiré le câble. Et en fait, il y a des études qui montrent que dans les câbles sous-marins, jusqu'à présent, heureusement, aucun d'entre eux n'a été perturbé à cause d'une attaque militaire ou terroriste. Mais la plupart du temps, ce sont des paquebots de croisière ou des navires de pêche ou de commerce. Immédiatement, ils ont dit que c'était un acte de voyou de la Russie, même si ce n'était pas le cas. C'est devenu très très triste parce que je me souviens quand j'ai rencontré Lavrov et j'ai été frappé. Pouvez-vous imaginer? Après que nous ayons terminé nos réunions et que nous nous disions au revoir, il m'a dit « Monsieur Bartolo, vous êtes un ministre courageux. » Et j'ai dit « Pourquoi suis-je un ministre courageux? Je suis une personne très douce et posée. Pourquoi me considérez-vous comme une personne courageuse? » Parce qu'il a dit que lors de la conférence de presse, la première chose que vous avez dite était « Je rends hommage aux millions de Russes qui nous ont sauvés d'Hitler. » J'ai dit « Mais qu'y a-t-il de courageux là-dedans? C'est juste un simple fait historique. » Il m'a dit « Allez dire cela à vos collègues. » Et c'était en 2020 ou 2021. Cela devait être oui, je pense en 21. Je pense à l'été 21. Donc je pense honnêtement que ces personnes, des gens comme Lavrov et des gens comme Wang Yi, tout ce qu'ils attendent, ce n'est même pas un accord. Mais ils s'attendent à du respect. Vous ne pouvez pas simplement les traiter comme s'ils étaient... Je me souviens et j'ai trouvé ça très intéressant. Lorsque nous discutions avec Lavrov, nous analysions un peu le comportement de l'Union européenne. J'ai dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a une telle agressivité et une telle animosité? Et j'ai dit, eh bien malheureusement, nous avons des problèmes, car les dirigeants ne connaissent pas leur histoire. Les dirigeants ne connaissent pas leur géographie.
Il n'y a pas d'appréciation de la culture et du respect des cultures des autres et d'essayer de comprendre d'où ils viennent. Dans la diplomatie classique, ce sont les choses que vous devez d'abord apprendre pour pouvoir vous asseoir avec quelqu'un et avoir une conversation décente. Tout cela est perdu. Il a dit, je me souviens quand le président Prodi est venu nous dire que les États baltes et les pays d'Europe de l'Est allaient rejoindre 8 de cette partie de l'Europe. 8 pays allaient rejoindre l'Union européenne. Lavrov lui a dit bien, donc nous allons avoir un autre club anti-russe. Prodi lui a dit non, non, Sergueï, ne le vois pas comme ça. Le fait qu'il fasse partie de notre organisation, de notre club, nous parviendrons à les calmer. Je suis sûr que nous parviendrons à les calmer. Lavrov lui a dit, je pense que c'est l'inverse qui va se produire. Ils vont vous rendre anti-russe. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Tu sais, c'est assez fascinant pour moi, parce qu'au début de cette discussion, tu as dit que l'une des raisons pour lesquelles Malte et quelques autres, je pense que tu penses aussi à l'Irlande, sont plus sensibles envers le Sud global, est parce que vous avez eu cette expérience d'être des colonies, n'est-ce pas? Vous avez été colonisés, et contre votre volonté, vous avez été intégrés à l'Empire britannique, n'est-ce pas? Et vous avez tous deux été colonisés, gouvernés depuis Londres. Et on peut voir aujourd'hui comment l'Irlande est bien plus sympathique envers la Palestine, n'est-ce pas? Et a bien plus, comme vous, comme Malte, bien plus de sympathie pour ce qui s'y passe. Mais en même temps, les États baltes continuent de crier à tue-tête qu'ils ont été colonisés par la Russie. Ils étaient des colonies. Par conséquent, ils savent ce que cela fait. Et pour ne pas redevenir une colonie, il faut combattre la Russie, n'est-ce pas? Il faut se militariser et être effectivement un club anti-russe. Pourquoi ces deux expériences d'être des colonies devraient-elles être très similaires? Mais évidemment, elles ne le sont pas. Elles ont créé des problèmes complètement différents. Écoutez, je peux comprendre. Tout d'abord, je pense que si nous voulons vraiment comprendre l'état pathétique dans lequel se trouve l'Union européenne en ce moment, c'est d'avoir Kallas comme haut représentant et d'être le visage de l'UMMERB pour le reste du monde. Je peux la comprendre en tant que première ministre estonienne, en me souvenant de la mémoire historique du stalinisme et des 20 000 Estoniens qui ont été emmenés en Sibérie. Et à comprendre cela. Mais elle était la fille d'un fonctionnaire communiste. Elle était la fille des personnes qui ont mis cela en œuvre chez eux. Ajoutez l'insulte à l'injure. Oui, oui. Mais ne pas réussir à aller au-delà de cela et transformer toute l'Europe en cela, je pense que cela montre encore une fois le fait qu'elle a été choisie pour être la haute représentante après Borrell. Ce qui montre la situation terrible dans laquelle se trouve l'UMMER. L'UMMER peut-elle être contre tout le monde? Parce que maintenant elle est contre les États-Unis à cause de Trump, contre la Chine, contre la Russie. Alors, comment l'USMAN peut-elle se construire maintenant de manière très perdue? Parce que, je le répète, si vous voyez ce qui se passe technologiquement, il y a un institut de politique stratégique australien qui suit 64 technologies très essentielles pour le 21e siècle. Sur 64, la Chine est la première dans 57 d'entre elles. L'Inde est en deuxième position. Même les États-Unis ne sont pas en deuxième position. L'Europe n'apparaît nulle part. L'Allemagne a dans 2 technologies, l'UEWE, parce qu'elle n'est pas unie, n'apparaît nulle part, vous savez. Donc technologiquement et économiquement, vous avez de sérieux problèmes. En même temps, vous avez toujours cette attitude de supériorité pour dire au reste du monde comment il devrait se comporter et ce qu'il devrait faire, alors que vous êtes dans une telle crise profonde. Cela me rappelle donc le célèbre poème de Cavafy,
en attendant les barbares. Vous savez, quand vos citoyens ont perdu confiance en votre leadership et dans les institutions, il est important d'inventer un ennemi aux portes. Maintenant, que se passe-t-il quand en 2027, en 2029, en 2030, la Russie n'envahit pas? Now, what happens when in 2027, in 2029, in 2030, Russia does not invade all Europe and takes even Toute l'Europe, et même, vous savez, pas seulement Varsovie, Bruxelles et Paris, mais même Lisbonne. Que se passe-t-il dans 5-6 ans, si aucune invasion n'a lieu? Et entre-temps, vous avez dit aux gens de se préparer, d'avoir suffisamment de provisions pour 72 heures, parce que nous pourrions avoir une guerre. Donc au lieu de cela, c'est un peu comme Trump, je pense. Au lieu de résoudre vos problèmes, blâmez les autres. Dans le cas de Trump, principalement blâmer la Chine. Dans le cas de Humero, blâmer la Russie. Et si nous voulons redevenir forts, prenons un raccourci. Faisons des campagnes militaires, empruntons de l'argent et dépensons de l'argent pour construire notre complexe militaro-industriel. Nous devons passer des États-providence aux États de guerre. Et parce que nous allons construire, au lieu de produire des voitures, nous allons avoir des chars militaires. Nous allons résoudre tous les problèmes. Nous allons avoir de l'emploi. Nos économies vont à nouveau prospérer. Nous allons redevenir forts. Mais c'est une illusion très dangereuse. C'est très triste de voir un pays, vous savez, après l'autre, avec une telle expérience culturelle et richesse dans cet État, alors que la plupart des États deviennent ingouvernables et que l'Union européenne elle-même devient ingouvernable. Et vous avez encore l'arrogance de dire au reste du monde comment il devrait se comporter et ce qu'il devrait faire. C'est ce qui me laisse perplexe, car il semble y avoir non seulement de l'arrogance, non seulement le « nous savons tout mieux », et nous allons dire à tout le monde comment il devrait se comporter. Il y a aussi un manque total, du moins de ce que je vois, d'une vision de ce qu'est un bon processus pour avancer. Toute la discussion en ce moment en Europe semble simplement tourner autour de la sécurité, comment être en sécurité, mais il n'y a pas de vision du pourquoi être en sécurité. Je veux dire où aller. Donc, d'accord, très bien, nous n'avons pas de guerre. Alors où allons-nous sans guerre une fois que nous sommes en sécurité? Parce qu'en ce moment, il semble vraiment que, vous savez, l'attente d'une guerre semble déjà créée presque. Nous ne sommes pas encore dans l'euphorie, mais nous sommes à un point où les gens l'attendent avec impatience. Vous voulez cette guerre. C'est l'explication. Yes, but Pascal, it reminds me a bit of Oui, oui. Pascal, ça me rappelle un peu le poème de Tennyson, La charge de la brigade légère. Il savait qu'ils allaient mourir, mais il glorifie ses soldats. Ce n'est pas à nous de demander pourquoi. C'est à nous de faire et de mourir. Je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Je veux dire, c'est l'année où nous aurions dû célébrer les 50 ans du processus d'Helsinki. L'OSCE, qui était très intéressante, d'après ce qu'on me dit, était également en fait une initiative russe, une initiative soviétique à l'époque, et a réussi à persuader d'autres d'y participer. C'est mort. C'est mort. Nous l'avons tué. Je veux dire, ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort tout seul. Une fois que l'Union soviétique s'est effondrée, une fois que le pacte de Varsovie a pris fin, pourquoi diable devrions-nous garder l'OTAN? Pourquoi devrions-nous dire, vous savez, je ressens ça fortement, parce que le premier engagement qu'ils ont pris de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, il a été pris à Malte en décembre 1989, lorsque Bush et Gorbatchev se sont rencontrés pour discuter de ce qui allait se passer dans les changements qui étaient, vous savez, ce qui se passera quand le mur disparaîtra. Ce qui se passera quand Gorbatchev a dit à Bush, nous n'allons plus imposer de système gouvernemental à nos pays d'Europe de l'Est.
Et Bush lui a dit, et Matlock, l'ambassadeur Matlock, le dit parce qu'il était présent lors de la réunion. Bush lui a dit, nous n'allons pas profiter de cela. Et puis les choses ont changé. Maintenant, c'est quelque chose dont les Russes et les Chinois se sentent très sensibles. Ils disent avec qui pouvons-nous négocier? Si un président vous dit que nous n'avancerons pas d'un pouce vers vous, le président suivant change cette politique et continue simplement. C'est comme si le déclin de l'Occident était également intégré dans son système. Des cycles électoraux très courts et aucune continuité. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de perturbations aussi, vous savez, du point de vue même de l'Union européenne. À ce stade, si j'étais la Russie ou la Chine, je ne croirais aux promesses de l'Europe que si elles étaient effectivement, en fin de compte, non seulement inscrites dans un traité, mais ratifiées par le Parlement. Avant que les choses ne soient ratifiées par tous les parlements membres, vous ne pouvez pas être sûr qu'elles aient au moins une durée de vie à moyen terme. Alexander Trigona m'a dit que la raison pour laquelle il se battait pour inscrire la neutralité maltaise dans la Constitution était précisément à cause de cela, parce qu'il faut s'assurer que certaines politiques étrangères ne changent pas d'une administration à l'autre. Donc, vous devez inscrire ces éléments dans la Constitution, les choses les plus importantes, et au moins les suivantes. Vous devez les inscrire dans des traités ratifiés. Sinon, elles seront esmées. C'était très sage. Maintenant, imaginez, Pascal, pour voir à quel point c'est important. C'est donc dans notre Constitution. En même temps, lorsque vous lisez le rapport intégré du pays du département d'État de Blinken, la relation entre Malte et les États-Unis de l'année 2022 à 2024, l'objectif numéro 1 est d'aligner Malte sur les intérêts occidentaux. Mais pouvez-vous imaginer le mépris total? Même si vous le faites, avez-vous l'audace de déclarer que votre premier objectif est d'aller à l'encontre de la Constitution de l'autre pays, aussi petit que nous soyons? Il y a un document de politique étrangère aux États-Unis par le département d'État affirmant qu'un objectif de la politique étrangère américaine est de saper la Constitution de Malte. Et ce n'est même pas caché. C'est à la vue de tous. Oui, c'est dans le domaine public. Ils ne respectent personne. Ils ne font même pas semblant. Et je peux vous dire, et je le dis avec une totale franchise, quand vous parlez à certains des diplomates américains, le mépris qu'ils ont pour les Européens est total. Ils se moquent de l'idée d'autonomie stratégique de Macron. Vous savez, quelle autonomie stratégique? Ils ne peuvent même pas organiser une fête ensemble. Encore moins avoir une autonomie stratégique. Le genre de mépris pour lequel Victoria Nuland est célèbre n'est pas exceptionnel. Je veux dire, c'est normal. Mais ce mépris, je veux dire, est très très dangereux. Vous pouvez voir en ce moment comment le mépris pour la souveraineté ukrainienne que l'administration Biden et sous Obama a ouvertement affiché a conduit à l'utilisation de l'Ukraine comme la pointe de la lance du poignard de l'OTAN. Pire encore, maintenant l'administration Trump exige la richesse minérale de l'Ukraine à perpétuité, juste parce qu'il la veut. Il s'attend à ce que cela se produise. Et les négociations sont comme « c'est ce que nous voulons ». Et si vous ne nous le donnez pas, alors vous êtes les méchants et les mauvais acteurs. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas « nous aimerions ». C'est « nous méritons cela ». Nous vous avons donné toutes ces armes. Ce qui, soit dit en passant, revient à alimenter le complexe militaro-industriel et l'économie des États-Unis, n'est-ce pas? Ils ont nourri leur propre économie et exigent maintenant encore plus, se faisant nourrir encore plus et étant applaudis pour cela, n'est-ce pas? Et les Européens ne disent rien. Ils soutiennent cela.
Non, cela me rappelle. En juin dernier, j'étais à Shanghai pour l'Association des sociétés d'amitié et j'ai rencontré un ancien sénateur américain. Maintenant, je veux dire cela parce que cela se rattache à ce que nous disions avant. C'était un sénateur californien très célèbre et sa femme était encore ambassadrice à l'époque de Biden. Il m'a dit, « Savez-vous qu'avant de venir ici, j'ai été visité par le FBI pour me dire « Pourquoi allez-vous à Shanghai ?» Il n'est pas nécessaire d'aller à Shanghai. J'ai dit, comme si je venais à Shanghai pour trahir mon pays. Vous savez ce dont nous parlions avant, à propos des relations diplomatiques et des relations humaines. Il a dit, quand allons-nous apprendre que le monde n'est pas un film de cow-boy occidental, où nous entrons, tirons sur tout le monde, et ensuite ne réalisons pas combien nous avons tué et combien de sang nous avons versé. Il a dit, nous sommes devenus fous. Ce n'est pas la voie à suivre. Et c'était un ami très proche de Jimmy Carter, qui, je peux vous le dire, était une personne qui respectait même notre souveraineté. Je me souviens quand il a visité Malte, évidemment il n'était plus président, et nous avons eu un dîner privé ensemble, même avec le Premier ministre de l'époque. Carter était très respectueux de notre neutralité et il pouvait comprendre pourquoi un petit pays comme le nôtre doit sauvegarder ses intérêts. Nous devons être amis avec tout le monde, parce que fondamentalement, notre neutralité consiste à essayer d'être amis avec le plus grand nombre de pays différents possible, car nous sommes l'un des pays les plus exposés au monde. Dans notre cas, la mondialisation n'est pas un choix idéologique. Nous importons pratiquement tout et nous exportons pratiquement tout. Donc nous devons avoir des frontières ouvertes. Quand vous avez un tyran qui vous dit « tu es soit avec moi, soit contre moi », si tu parles à d'autres sans ma permission, je te ferai du mal. Je veux dire, dans notre histoire, Pascal, nous avons été envahis 42 fois. 42 fois. Toujours pour des raisons géopolitiques, pas parce que nous avons fait quelque chose de vilain. Vous savez, c'est parce qu'ils nous voulaient ou qu'ils voulaient priver les autres de nous. Alors, quand nous avons finalement, il y a 60 ans, dit « Vous savez, non seulement nous sommes indépendants, nous voulons être indépendants, et ensuite avancer, ne plus être une base militaire, et ensuite avancer et dire « Nous voulons être un pays neutre et non aligné. » Non pas pour menacer qui que ce soit, mais pour notre propre bien. Parce que nous sommes si petits que si vous avez le port utilisé pour des navires de guerre, cela signifie que vous ne pouvez pas accueillir les paquebots de croisière, car cela poserait un problème. Donc, si nous voulons développer une économie qui offre des emplois et de la prospérité à notre pays, la neutralité est indispensable. Dans notre cas, c'est aussi une nécessité, non seulement parce que nous voulons la paix et le progrès social, ce que nous voulons évidemment. Mais ensuite, imaginez, je le répète, avoir le dernier document de l'administration Biden-Blinken disant que l'objectif numéro 1 de notre mission à Malte est d'aligner Malte sur les intérêts occidentaux est incroyable. Je veux dire, imaginez si notre ambassade à Washington avait un tel document et disait que le numéro 1 est de s'assurer que nous faisons avancer les intérêts russes et chinois à Washington pour saper les intérêts américains. Je veux dire, ce serait incroyable. C'est pourquoi, vous savez, la chose que les réalistes doivent réaliser est que le monde est inégal. C'est horriblement inégal. Tout le discours libéral sur le fait que tout le monde a le même mot à dire, et vous savez que tout le monde peut choisir ses propres alliances, est évidemment faux. C'est évidemment de la poudre aux yeux. C'est évidemment une mascarade, une comédie. Alors la question est, pourquoi certains États ne comprennent-ils pas cela? Ou disons, pourquoi certains processus politiques, comme en Ukraine, démantèlent-ils alors la neutralité? L'Ukraine avait la neutralité dans sa constitution également, pour de très bonnes raisons, très évidentes, surtout pour les gens dans les années 90.
Et puis le processus politique là-bas l'a démantelé. Et quand le choix s'est présenté, quand la situation est devenue critique, les Européens, l'Europe arabe, comme l'Europe ou la Russie, ont en fait choisi un camp, également à cause du coup d'État, etc. Mais à Malte, Malte a réussi à maintenir cette position, peut-être aussi parce qu'elle était hors de l'attention. Il n'y avait pas d'ONG et pas de déstabilisation, bien qu'Alexander Trigonas dise qu'il y avait des ONG, etc. Donc bien sûr, oui. Et je me souviens même dans les années 80 de la soi-disant diplomatie publique, avec des fondations, même des fondations allemandes et américaines, organisant des initiatives à Malte pour saper notre neutralité. Oui, je veux dire, c'était là. Alors comment Malte a-t-elle réussi à ne pas céder à cela? So how did Malta manage not to fall for that, or how did your political process? How did you manage to? Comment avez-vous géré votre processus politique? Comment avez-vous réussi à maintenir votre position? Eh bien, je pense que la qualité du leadership est importante. Je pense que dans le cas des petits États, la qualité du leadership est très importante. Ce qui nous a également aidés, c'est le fait que stratégiquement, nous avions perdu notre importance par rapport à avant à cause du transport, à cause de la technologie des missiles. Les navires n'ont pas besoin, et les avions n'ont pas besoin de s'arrêter à Malte, parce qu'à 30 minutes en Sicile, vous avez des bases de l'OTAN là-bas. Donc, dans notre cas, ils n'avaient plus besoin de nous. Et je pense que c'est bien de transformer cela en avantage. Mais le nouvel agenda, je le répète, le nouvel agenda de l'équipe Blinken était de transformer à nouveau Malte en un avant-poste de l'OTAN. Je suis très inquiet qu'au cours des 2 dernières années, nous ayons commencé à saper notre neutralité parce que nous sommes maintenant membres associés de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Nous avons eu des délégations de l'OTAN visitant le quartier général de nos forces armées pour discuter de l'interopérabilité. Et vous savez ce que signifient ces jolis mots techniques, interopérabilité. Je ne crois pas qu'ils aient besoin de nous comme base, mais oui, comme base logistique, ils en ont besoin. Parce que si vous deviez voir la taille de l'ambassade américaine à Malte, et la taille de l'ambassade russe à Malte, et la taille de l'ambassade chinoise à Malte, c'est hors de toute proportion par rapport à ce dont ils ont besoin dans un petit pays comme Malte. Il est évident que ceux-ci sont importants en termes de ce qui se passe en Afrique. Et je sais de quoi je parle. Les activités qui se déroulent dans certains pays d'Afrique du Nord, depuis les stations centrales de la CIA et du MI6, nécessitent logistiquement Malte. Je sais de quoi je parle. Je connais des ministres qui vont visiter Tripoli ou Tunis, mais ils viennent dormir à Malte et tiennent leurs réunions à Malte. Donc de ce point de vue, nous sommes encore, je pense, stratégiques. Mais je suis inquiet que nous compromettions nous-mêmes notre neutralité. Et c'est là que je vois la qualité du leadership. Nous avions un homme de vision. Dom Mintoff était un homme de vision, vous savez, et il rêvait de notre neutralité dès les années 50. Je ne sais pas si vous le savez, il a écrit un article très intéressant sur Malte étant la Suisse de la Méditerranée. Il a vraiment dit ça, vous savez, et il l'a dit parce que nous étions pris pour acquis. Récemment, je consultais un document historique. Nous revenons maintenant à la veille de Noël, 1953. Imaginez. À cette époque, nous étions une colonie, et il y avait le gouverneur britannique, qui était le représentant de la reine. Il est allé frapper à la porte de la résidence privée du Premier ministre, et il ne l'a pas trouvé là. Alors il lui a laissé une note, et il lui a dit « Monsieur le Premier ministre, demain, j'ai l'intention de transmettre un message de Noël au peuple maltais. D'ailleurs, je vais leur dire que Malte va devenir le quartier général méditerranéen de l'OTAN. » Imaginez, le Premier ministre, une fois qu'il a reçu cette note, oui, c'est 1953, le Premier ministre est revenu et a trouvé cette note.
The Prime Minister got back and found that no. He got in touch with the governor and told him, Il a contacté le gouverneur et lui a dit « Oui, s'il vous plaît, transmettez votre message de Noël au peuple. Mais ne dites pas que vous allez devenir le siège de l'OTAN. Vous n'en avez même pas discuté avec nous. Vous n'en avez même pas discuté avec le gouvernement. » Et le gouverneur a dit « Vous êtes notre colonie. Ce sont des affaires réservées. Les Maltais n'ont rien à voir avec la manière dont leur pays est utilisé dans les affaires militaires stratégiques internationales. » Et l'OTAN s'est installée à Malte sans aucun accord. Et même la 6e flotte a reçu des installations par le gouvernement impérial britannique à Malte sans aucun accord et sans consulter, ni même prendre la peine d'informer le peuple maltais de ce qui se passait. En fait, l'une des premières actions que Dom Mintoff a prises en 1971, lorsqu'il est revenu au pouvoir, a été de dire à l'OTAN de partir. Il a dit « Vous n'avez pas d'accord. Nous n'avons pas d'accord écrit avec vous. Vous êtes venu ici, vous savez, parce que c'était votre initiative de le faire, et vous vous êtes imposé à nous. Maintenant partez. » Et en fait, l'OTAN est partie en 1971. Je suis inquiet que nous puissions saper cet héritage, et pas pour des raisons folkloriques ou nostalgiques. Mais je pense que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons besoin de notre neutralité plus que jamais. Ce qui, je le répète, signifie avoir les meilleures relations possibles avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, avec la Turquie, avec la Grèce, avec la France, avec la Grande-Bretagne. Vous savez, je ne suis pas anti-américain ou anti-occidental ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai été éduqué au Royaume-Uni et aux États-Unis. J'aime leur littérature. J'aime leur culture. Mais s'il vous plaît, traitez-moi comme vous dites que nous devrions nous traiter les uns les autres, avec respect et dignité. Cela n'a rien à voir avec la géographie et la taille. Tu sais, être ami avec tout le monde, comme définition de la neutralité. Tu sais qui a été le premier que j'ai trouvé qui a dit ça? Le premier dans l'histoire. Qui était-ce, Pascal? Thucydide. Qui était-ce? Thucydide, dans le dialogue mélien, définit la neutralité comme étant ami avec tous et ennemi de personne. Oui, oui, oui. Mais cette neutralité doit être construite en temps de paix. Et elle doit être établie à des moments où l'on peut construire les institutions. N'est-ce pas? Parce qu'au moment où tu deviens le point focal des turbulences géopolitiques, il est trop tard. Donc, elle doit être construite en temps de paix ou de détente. Un des plus beaux documents que j'ai lus sur la neutralité était américain, de l'époque où les deux superpuissances étaient l'Angleterre et la France, et où les États-Unis étaient neutres. Les États-Unis ont eu une politique de neutralité pendant 150 ans. Et cela leur a si bien servi, si bien. George Washington a déclaré la neutralité des États-Unis parce que le pays était une petite ex-colonie. Il était très vulnérable. Donc, bien sûr, être ami avec tout le monde a aidé à croître jusqu'à la taille qu'il a aujourd'hui. Oui, vous savez, et je le répète, nous sommes des gens. Nous ne sommes pas aussi petits que nous soyons un pion. Nous ne pouvons pas accepter d'être un pion entre les mains des autres. Notre peuple veut la prospérité, veut la paix. Ils ne veulent menacer personne. Mais s'il vous plaît, ne venez pas nous dire quoi faire, nous impliquer dans vos conflits ou prendre parti, parce que nous devons prendre le parti de notre peuple. Vous savez. Évariste, pouvons-nous d'une manière ou d'une autre adopter cette mentalité de Malte et l'installer à Bruxelles pour faire de l'UE une grande Malte? Pouvons-nous faire cela? Eh bien, je pense qu'il faudra un changement générationnel, parce que le leadership actuel est tellement perdu qu'ils doivent malheureusement se heurter à un mur.
et des gens vont souffrir. Beaucoup de citoyens européens vont souffrir. Je veux dire, je me souviens de la crise financière de 2008 et l'argent était injecté dans les banques pour les sauver et non pour aider les personnes qui perdaient leur emploi. Maintenant, les gens disent « Ah, donc es een zes dam, il est twaalf de minste nombré. » Il est acceptable de contourner les règles fiscales pour les armements, mais pas pour les gens. Et les gens en voudront pour cela. Les gens en voudront pour cela. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a des sondages en cours qui ne sont pas publiés. Vous savez, posant des questions comme « À quel point êtes-vous prêt à aller à la guerre ?» Les derniers qui ont eu lieu en 2023 et 2024 ont montré que la majorité des Européens ne veulent pas de guerre. Ils ne veulent pas être envahis. Ils veulent vivre en paix et dignité avec les autres. Mais cette idée de créer tant de haine, tant de phobie, même Tchaïkovski est à blâmer. Même, vous savez, ne jouez pas de musique russe. Ne parlez pas de la littérature russe. Je veux dire, c'est une faillite morale, une faillite culturelle. Nous sommes sur le même continent. Nous sommes sur le même continent euro-asiatique. Si nous ne voulons pas être totalement insignifiants, nous devons établir des relations décentes avec nos voisins. C'était le rêve de l'OSCE, qui a si bien fonctionné. C'est tellement dommage que maintenant elle soit réduite à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. C'est vraiment dommage. 1975 était l'apogée des relations européennes et transatlantiques, fondées non pas sur la fraternité, mais au moins sur une compréhension mutuelle. Pour moi, 1975 a marqué le début de la fin de la guerre froide, car c'est à ce moment-là que nous avons créé les mécanismes pour parvenir à une compréhension commune de la manière dont la politique devrait réellement se dérouler sur le continent eurasiatique. N'est-ce pas? Mais je me souviens avoir discuté de cela avec Charles Michel, le président du Conseil de l'Union européenne, qui avait l'idée de créer une mini-conférence, une sorte de mini-CSCE, réunissant l'Égypte, la France, la Turquie et Chypre pour discuter de la question de la Méditerranée orientale. Vous savez, il a été rejeté, parce que je me souviens avoir discuté d'un concept très intéressant avec Michel. Ça n'a jamais été rendu public. Nous parlons beaucoup de la politique étrangère et de sécurité commune. Et j'ai dit à Charles Michel, pourquoi avons-nous besoin d'une politique étrangère et de sécurité commune? L'UE devrait utiliser sa diversité, avec des pays neutres, des pays de l'OTAN, des pays qui ont de bonnes relations avec l'Est, mais pas avec l'Ouest. Pourquoi laisser un bloc décider pour tout le monde? Nous devrions être comme un gouvernement de coalition, où les neutres peuvent parler à tout le monde. L'Espagne peut parler à la Russie. Si les pays baltes ne veulent pas parler à la Russie, au moins ils peuvent parler aux États-Unis. Ayons ce genre d'approche riche et diversifiée. Et Michel m'a dit, cela a beaucoup de sens, c'est ce que nous devrions faire. Mais il était un politicien en exercice. Il était un premier ministre. Il savait que dans le monde réel, on parle à tout le monde et on traite avec tout le monde. Cela est perdu. Cela est perdu. C'est comme s'il y avait cette sorte de mentalité de bunker à Bruxelles, parce que c'est un bunker, une mentalité assiégée. C'est une mentalité de bunker, pas seulement vis-à-vis de la Russie, mais vis-à-vis du reste du monde, je dirais. C'est une mentalité de bunker. Vous savez, et au lieu de discuter de la manière de reconstruire de nouvelles relations, pas des relations inférieures, mais des relations égales avec le reste du monde. C'est dans l'intérêt de cette partie du continent qui se rend plus insignifiante que d'autres. Je veux dire, je redoute de penser à quoi l'avenir va ressembler lorsque, dans les prochaines années, l'effet démographique va se faire sentir beaucoup plus. Je pense qu'à la fin du siècle,
nous perdrons environ 75 millions de personnes qui devraient être dans la population active. Comment l'économie européenne va-t-elle fonctionner? Parce qu'en même temps, nous ne voulons pas de migrants. Nous ne voulons pas que des gens viennent, même pas pour travailler dans nos pays. Même pas des migrants réguliers, je parle, mais même des réguliers. La discussion sur la migration et la discussion sur la diversité sont devenues si toxiques. Imaginez, j'ai été ministre de l'Emploi pendant 7 ans, assistant au Conseil des affaires sociales à Bruxelles. Savez-vous que nous n'avons jamais discuté de la migration? Saviez-vous que la migration n'était discutée que comme une question de politique étrangère et de sécurité? Nous n'avons jamais abordé le déclin démographique. Comment allons-nous avoir suffisamment de personnes pour travailler dans nos économies? C'est un dysfonctionnement. Vous savez, comme assis dans nos bureaux ou étant chez nous en Europe, on a toujours cette idée qu'à Bruxelles et dans les capitales, dans les parlements et dans les bâtiments gouvernementaux, il y a toutes ces personnes en costume qui ont fait tant d'années d'études et sont si intelligentes. Et à la fin de la journée, il y a un système pour tout et les choses sont prises en charge. Mais ce n'est pas le cas. C'est un bunker et un cirque. C'est un bunker de cirque. Et les gens peuvent complètement perdre de vue ce qui est réellement important si vous n'avez pas de processus adéquat pour évaluer la prospérité de la nation et ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Mais aussi, ce que j'observe, c'est que il y a une rupture entre l'élite et le peuple. Dans le sens où je ne suis pas du tout un théoricien du complot, car je trouve que c'est une attitude intellectuelle très paresseuse, où au lieu d'essayer de comprendre, on blâme quelqu'un. Mais je dois dire que beaucoup de ces jeunes ministres des Affaires étrangères, j'oserais dire, lorsqu'ils passent quelques années dans ce rôle, pensent déjà, maintenant, à quel think tank vais-je être proposé, quel poste vais-je être proposé dans l'UE elle-même. Which post I am going to be proposed to in the EU itself. So instead of thinking, Au lieu de réfléchir avec votre esprit et de dire ce que vous pensez en contribuant à une discussion, vous planifiez également votre avancement de carrière. Je pense que c'est pourquoi, en politique, nous avons besoin d'un mélange de générations. Nous avons besoin de jeunes, de personnes d'âge moyen, de personnes âgées. Si vous n'avez que des jeunes et des personnes d'âge moyen qui pensent à leur carrière personnelle, je crois que cela affecte la qualité de leur contribution. Et il y a des opportunités que vous pouvez offrir à la fois à Washington et à Bruxelles. Les jeunes politiciens dans la trentaine et la quarantaine qui n'ont peut-être rien fait d'autre que de la politique pensent aussi, quelle est la prochaine étape si je ne suis plus ministre, si mon parti n'est plus au gouvernement? if my party is not in government anymore, what am I going to do with myself? And think tanks come in Que vais-je faire de moi-même? Et les think tanks sont utiles, et les institutions sont utiles, et les envoyés spéciaux sont utiles. Et cela entraîne, vous savez, le contrôle. Cela entraîne la pensée de groupe et entraîne le fait de faire partie d'une élite qui prend soin d'elle-même. Je pense qu'il faut étudier cela un peu pour voir à quel point cela affecte, vous savez. Et j'aimerais, à un moment donné, comprendre les différentes psychologies des gens. Car il me semble que les personnes que je perçois comme de véritables leaders sont celles qui considèrent des postes comme une présidence ou un ministère, comme un outil à utiliser pour mettre en œuvre ce qu'elles veulent. Et puis il y a un autre groupe de personnes qui voient ces postes comme un objectif final. Elles veulent être cette personne pour obtenir l'argent, la gloire et l'appréciation, au lieu de le vouloir comme un outil. Il me semble que beaucoup de kleptocrates en Europe appartiennent à la deuxième catégorie. No, I think that needs to be studied. I remember having a Je pense que ça doit être étudié. Je me souviens avoir eu une discussion avec Romano Prodi il y a environ 2 ans, et nous plaisantions, et j'ai dit que nous parlions de nanotechnologie. Je pense, malheureusement,
qu'aujourd'hui nous devons parler de nanopolitique. Vous savez, il y a une miniaturisation de... C'est triste. C'est triste. Parce que ce continent européen, a produit même de notre vivant. Je veux dire, le président finlandais Kekkonen, vous avez Kreisky, vous avez Schmidt, vous avez Brandt, vous avez Mitterrand, vous avez Olof Palme. You have Mitterrand, you have Olof Palme, you know, these were all people who... Ce sont toutes des personnes qui avaient une vision et qui croyaient en leur propre pays, mais qui pouvaient en même temps comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une mentalité si étroitement nationaliste. C'est un jeu à somme nulle. C'est triste pour notre partie du monde, mais aussi pour le monde entier. Mais cela aura un effet. Je suis très heureux que des personnes comme vous, qui ont fait partie de ce processus, en parlent également, et que nous puissions obtenir des informations de première main. Alors, Évariste, merci beaucoup pour votre temps et pour vos éclairages. Publiez-vous quelque part. Les gens aimeraient lire davantage de vous. Où peuvent-ils aller? Oui. Eh bien, je publie tous les 15 jours dans le Times of Malta, qui est en ligne et disponible. Chaque jour, je publie également un post sur Facebook que je pense commencer à mettre en anglais aussi, pas seulement en maltais. J'utilise le maltais. C'est une langue sémitique très intéressante, la seule langue sémitique en Europe. Très, très intéressant. Mais je devrais commencer à élargir le public. Envoie-moi les liens. Je les mettrai dans la description de cette vidéo et je le ferai savoir à tout le monde. Oui, merci. J'ai aussi un site web où je publie mes discours et articles. Merci beaucoup. Continuez votre bon travail. Merci comme vous le faites en parlant à tout le monde. Toi aussi, Évariste. Nous resterons en contact. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci. Tout le meilleur. Best.